Merci à vous tous de leur faire honneur. Merci d'être là à Cabriès dans cette belle salle de l'auditorium qu'il faut faire vivre aussi, et c'est votre présence qui nous aide à faire cette belle programmation qui est très éclectique. Donc venez abuser de cette belle salle. Merci à vous tous et je vous souhaite une très belle soirée. Merci. Avant de terminer, Stéphane. Bravo, un mot rapide. Voilà. C'est vrai qu'on a d'abord l'excuse de Marc Cress, parce que Marc Cress, c'est une marque, mais c'est aussi quelqu'un. Marc Cress est toujours parmi nous, et quand il a voulu me vendre sa maison d'édition il y a 3 ans, ça a été des discussions très longues, parce qu'en fait, il ne fallait pas que racheter la maison d'édition, il fallait aussi racheter les 50 ans d'histoire qu'elle est avec. Là. Voilà, l'âme. Et partager tout ça avec le directeur maintenant des éditions, qui est Frédéric, et puis écrire une nouvelle page, une nouvelle aventure. Et donc ainsi, aujourd'hui, c'est vraiment la plus vieille maison d'édition de notre département, en tout cas une des plus anciennes, et même plus que ça, parce que c'est le plus ancien exposant de la foire de Marseille aussi, que Marc Cress, et les éditions Cress. Donc on est vraiment au cœur des patrimoines dont tu parlais. On y reviendra. Deux mots. Alors, vous allez voir, les années qui viennent vont être magnifiques ici à Cabriès et pour la Provence, parce qu'on va vraiment vous donner avec Fred à comprendre, à voir, à cerner des choses nouvelles dans l'imaginaire, dans le voyage aussi, mais aussi dans notre culture provençale, parce que les Provençaux ne sont pas toujours les meilleurs connaisseurs de leur propre culture. Et ici, le projet d'Amapola et de Sylvie, de toute l'équipe de Cabriès, c'est vraiment de vous offrir un lieu de rayonnement, qui soit lié à des vraies valeurs et à des vraies traditions. Quoi de mieux, et j'en termine par là, que le livre. Parce que le livre, effectivement, c'est une valeur de société, c'est une valeur de civilisation. Un dernier clin d'œil pour toi et pour tous, c'est vraiment en plein Covid, et c'est vraiment en pleine fermeture des librairies, que cette décision a été prise, et on s'était fait la remarque à ce moment-là avec Amapola, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est peut-être dans ces moments où ça va le plus mal, où c'est le plus difficile, c'est dans ces moments-là qu'il faut prendre des décisions de rebond et des décisions de sortie de crise. En tout cas, moi je dis qu'il y a eu ce courage, et à un moment où tout le monde dit le livre c'est fini, le papier c'est fini, tout est numérique, et ben non, pas du tout. Ici, on va mettre une librairie, des acteurs de l'édition, des acteurs, on va dire aussi, de l'écriture, des graphismes, des acteurs de l'histoire de l'écriture, avec beaucoup d'autres choses derrière. Et ça, ben, c'est à toi qu'on le doit, et puis c'est grâce à vous et au soutien des habitants de Cabriès. Voilà, merci à toutes et tous. Pour compléter ce que vient de dire Stéphane et Amapola, c'est que le lieu qu'on va investir donc en Piton, qui est l'ancien commissariat en fait, n'a pas seulement la vocation d'être des bureaux qui vont accueillir des gens qui gravitent autour du livre. Il a aussi vocation de recevoir des gens un petit peu exceptionnels, de manière à ce qu'on puisse faire des rencontres entre aventuriers, explorateurs, auteurs, réalisateurs et entrepreneurs, hein, puisque c'est aussi une clé de voûte qui permet à tous ces gens-là de réaliser leurs projets. Et donc justement pour ce soir, déjà pour que vous compreniez un petit peu la qualité des gens qu'on va recevoir, je vais demander à Ara de venir sur scène 2 secondes. Alors il se trouve que Ara, je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, c'était au mois de juin. Il y a un défi qui s'appelle le défi Monte Cristo à Marseille, qui est un peu emblématique. Moi je nage péniblement quelques centaines de mètres, et puis j'ai vu Ara, qui a à peu près le même âge que moi, qui faisait 1 course, 2 courses, 3 courses, toutes les courses du défi Monte Cristo, qui était en fait le parrain du défi. Et Ara a un parcours assez exceptionnel. Je vais le laisser nous raconter 2-3 choses, et puis surtout après tu nous dis ce que tu vas faire après, d'accord ? Bonsoir, alors je m'appelle Ara Khatchadourian, citoyen du monde, comme vous tous, arménien d'origine, né au Liban, bercé jusqu'à l'âge de 19 ans, arrivé à Marseille, européen et marseillais. Alors, à 40 ans, mon ami d'enfance m'appelle au Liban. Après, je suis joaillier, artisan joaillier, j'ai commencé à travailler. Bon, quand je suis arrivé, je ne parlais pas un mot de français, et j'avais 100 euros en poche, et je commençais à travailler chez des patrons, où à l'âge de 24 ans, je montais mon première affaire, une deuxième affaire à l'âge de 28 ans, mais je travaillais 16 heures par jour, 7 jours sur 7, je n'avais pas le temps de faire du sport. À l'âge de 40 ans, mon ami d'enfance m'appelle au Liban pour me dire « Viens, je prépare le marathon du Liban ». Alors je pars avec mes baskets et je rencontre une jolie fille, elle me dit « Viens courir le marathon avec moi », je n'ai pas pu refuser.
je suis revenu à Marseille, je me suis entraîné pendant 2 mois et je suis parti courir mon premier marathon à l'âge de 40 ans, et c'est là que ça a commencé. Et après, je commençais à enchaîner des marathons, des ultra-trails, des trails, des courses des plus dures au monde, comme Diagonale des Fous à La Réunion, ultra-trail du Mont Blanc. Et en même temps, je commençais à gravir des sommets, le Mont Blanc, le Mont Ararat, le Kilimandjaro, Saint-Jamin, Cotopaxi, Chimborazo, Pérou, Bolivie, Équateur, Pic Lénine en Kyrgyzstan. Et en 2016, pour la paix, pour la reconnaissance de tous les génocides qui ont été perpétrés au XXe et XXIe siècle, je suis parti sur l'Everest pour amener le drapeau de la paix au sommet. Et j'ai atteint le sommet le 22 mai à 8h30 du matin. Retour à Marseille, j'avais perdu les bouts de mes orteils, les gros orteils. J'ai attendu 1 an pour que ça se guérisse. Et j'ai décidé, j'ai écrit une lettre quand je me trouvais au camp de base, au président Erdogan, pour qu'il reconnaisse le génocide des Arméniens perpétré par l'Empire ottoman en 1915. Et je voulais lui amener à main propre. Je suis parti en courant de Marseille jusqu'à Erevan, en traversant 11 pays. Marseille, Monaco, Italie, Slovénie, Croatie, Serbie, Bulgarie, Grèce, Turquie, Géorgie, Arménie. 107 jours, 107 marathons, 4550 km, 40 000 mètres dénivelé positif. Et aujourd'hui, je me prépare. Marseille, ville de mon adoption, jusqu'à la ville de ma naissance, Beyrouth, à la rame, 4000 km de Marseille à Beyrouth en 100 jours. Voilà le... Bravo. Donc, quand tu vas revenir de ce périple, bien, tu viendras nous le raconter à Cabriès, puisqu'on aura à ce moment-là les locaux en question, et on fera une rencontre, on fera certainement aussi une conférence, puisque l'idée des locaux qu'on prend, c'est aussi de les lier avec cette salle, qui est superbe, et qui permet d'en connaître plus. Merci, Ara. Merci. Du coup, ce que je vais vous raconter maintenant va vous paraître un peu pâle, mais c'est une histoire qui est quand même assez extraordinaire, puisqu'elle me hante depuis longtemps. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai envie d'aller... on a appelé cette conférence « Retour à Campana », pour une raison simple, c'est que Campana, c'est une île un petit peu mystérieuse pour moi, qui me berce depuis que j'ai 15 ans. Elle est située... au sud du Chili, 50e parallèle du Chili. Vous savez qu'on appelle ça les 50e hurlants aussi, c'est pas pour rien. Et c'est certainement un des lieux qui aujourd'hui est toujours l'un des lieux les plus inaccessibles et les plus compliqués à aborder encore. Et donc du coup très préservé. D'ailleurs les autorités locales, quand je leur ai dit que j'avais envie d'aller sur place, m'ont dit « Ah, vous voulez aller là ? Ah bah écoutez, très bien, si vous y allez, faites-nous un compte-rendu parce qu'on ne sait absolument pas à quoi ça ressemble. » Et alors, les derniers qui ont décrit cette île, ce sont des naufragés, en fait, qui ont fait naufrage en 1840 et qui sont restés prisonniers de cette île que vous ne voyez pas sur la gauche, puisqu'il n'y a pas de photo aujourd'hui de l'île en question, mais cette photo a été prise à 500 km au nord. Ils sont restés 7 mois prisonniers suite à leur naufrage. Il s'agit d'une histoire qui est non seulement un peu extraordinaire, mais aussi c'est une histoire familiale. Vous voyez là, j'allais dire mon, mais notre, parce que j'ai quelques cousins dans la salle, notre arrière-arrière-grand-père, Alfred Buot de Lépine, qui, au moment des faits que je vous ai racontés, avait 21 ans. Et c'était le jeune lieutenant de bord du bateau qui a fait naufrage. Donc, en fait, cette histoire, dans notre famille, on la connaît depuis les années 60, parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites. D'abord, le manuscrit a été transmis à chaque fois d'une génération à l'autre, et il se trouve qu'il est arrivé dans une famille qui l'a prêté à mon père, qui a découvert ça dans un fond de caisse, et qui s'est passionné pour cette histoire, comme tous ceux qui la lisent d'ailleurs. Et moi, j'en ai hérité il y a peu de temps. Là, vous voyez mon cousin Jérôme qui me donne, suite au décès de son père,
qui lui a demandé de me l'offrir pour que je puisse continuer les recherches. Et c'est ce que je vais vous raconter ce soir. Ce récit raconte non seulement le lieu du naufrage, donc la fameuse campana que vous avez vue tout à l'heure, mais en plus il explique toute la navigation depuis le départ du Havre jusqu'au retour des naufragés, donc 7 mois et demi plus tard, même 8 ou 9 mois pour certains, qui n'ont pas trouvé un passage très rapidement. Et puis aussi, ça décrit quelque chose qui est assez étonnant, c'est la rencontre avec, je mets des guillemets, les sauvages, qui étaient en fait les nomades de la mer, les Patagoniens, qui ont eu un rôle important aussi à jouer dans cette histoire. À l'époque, la navigation, donc à l'époque, en 1840, la navigation était compliquée, il n'y avait pas 36 000 cartes. Vous voyez celle de gauche, c'est la carte anglaise de 1825 qui servait à la plupart des navigateurs de l'époque. La carte française est arrivée bien plus tard, c'est la carte Garnier qui est en 1860. Vous voyez que ces grandes îles sur la gauche, là où j'ai mis des cercles rouges, sont absolument pas détaillées. On voit le grand cercle rouge à gauche, c'est l'île Campana, la fameuse dont on parle. Et on pense que c'est la véritable carte dont ils se sont servis parce que dans le manuscrit, il est décrit un cap qui est Tahiti Watchum, qui est celui qui est en haut, et on ne le trouve sur aucune autre carte. Donc au moins on savait comment il voyageait. Mais en fait, la réalité du jour, donc vous voyez j'ai refait une petite copie de la carte précédente qui est en bas. La réalité c'est que ce n'est pas du tout une seule île, c'est que vous voyez tous les axes noirs, ce sont des canaux, ce sont des fjords en fait, qui sillonnent toutes ces montagnes. Il faut savoir que cette région du Chili, c'est un petit peu la Suisse qui tombe à pic dans l'océan. Donc c'était un véritable détail d'îlot. Et à l'époque, il y avait simplement Campana. C'est la raison pour laquelle on ne connaît que ce nom dans le manuscrit. Au départ du bateau du Havre jusqu'au Cap Horn, tout s'est bien passé. Donc ils ont passé le Cap Horn, là vous voyez quelques images de la région. Mais ça s'est gâté par la suite, puisque dans la nuit du 18 au 19 juin 40, nuit noire, brouillard, neige, et grosse tempête avec un énorme vent qui va précipiter le bateau sur la côte, qui va complètement s'empaler sur un récif sans qu'ils sachent où ils sont. Donc en fait, ils vont rester, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 7 mois et demi, je pourrais dire même, ils vont rester confinés, ça nous parle un peu plus, mais dans des conditions qui ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres. Le lieu précis du naufrage, il a été cherché par mon père, par mon grand-père, une espèce de passion, d'obsession, sans réussir à le trouver. Moi-même, j'ai commencé des recherches assez tôt sur ce naufrage, puisque je l'ai lu quand j'avais une quinzaine d'années, et déjà quand j'avais 20-21 ans, je m'y suis intéressé. Là, vous voyez sur la gauche, c'est une carte de 1946 qui a été étudiée donc, par mon père et mon grand-père pour essayer de trouver. D'ailleurs, ils déterminent, vous voyez, Delphine, c'était le nom du bateau, que la Delphine avait dû couler là. En haut à droite, c'est un relevé qui est intéressant, c'est celui qui a été fait par mon aïeul, Alfred Biot de Lépine, jeune lieutenant de bord à l'époque, et il donne l'endroit, la position précise où ils étaient, où est le bateau, la plage sur laquelle ils ont été accueillis, etc. Mais il y avait toujours un doute, puisque sur le Google Earth, je n'arrivais pas à retrouver des choses qui étaient vraiment probantes, et qui recoupaient surtout les informations qui étaient données dans le manuscrit. Alors grâce à l'intervention d'une personne extérieure, un historien, un archéologue franco-chilien, qui d'ailleurs va m'accompagner sur place lorsque j'irai, on a pu trouver le lieu grâce à une carte marine précise et grâce à des éléments qu'il m'a transmis. J'ai dû me rapprocher de spécialistes pour pouvoir compléter l'enquête. Et c'est une véritable enquête dans le temps qui a été réalisée. Le but, c'était évidemment de trouver plus d'informations qui complétaient la connaissance qu'on avait de ce récit uniquement grâce au manuscrit en question. Alors, pour vous les présenter rapidement, parce qu'ils sont tous importants, Yvonique et Brigitte Lecoat, ils s'occupent d'une association qui est l'association des Caporniers. Ce sont certainement les gens qui connaissent le mieux cette navigation aujourd'hui.
Ensuite, il y a Christophe Paulet, que vous voyez au milieu, en haut à droite, qui est l'archéologue sous-marin spécialiste des épaves du XVIIIe et XIXe siècle, de la région, c'est-à-dire de Magellan jusqu'à Chiloé. Et lui est vraiment le chef d'équipe, c'est lui qui mène les recherches scientifiques autour de ça. Il a décidé de se faire aider de Pedro Pujante, qui est à sa gauche, qui est le spécialiste de la détection des épaves sous-marines. Et puis, il y a Laurent Balvidis, qui est en bas à droite, qui lui est le conservateur du musée de la marine de Saint-Tropez et qui est un grand spécialiste des navires du 19e siècle, mais aussi du 18e. Et puis Alfredo, en haut à gauche, qui lui est un préhistorien et ethnologue, spécialiste des nomades de cette région. Et puis vient s'ajouter en dernier lieu Christian Donoso, qui est en haut à droite, qui est un navigateur, qui est passionné aussi de cette région, qui ne connaît pas celle où on va aller, mais en revanche, c'est lui qui a fait les photos que vous verrez, qui ont été faites 500 km au nord, parce qu'il est à la recherche d'une épave également. Et son appréciation du terrain est extrêmement importante dans cette région qui est plutôt tourmentée. Depuis que j'ai rencontré Christophe, donc c'était en 2019, on a commencé à s'échanger des WhatsApp pratiquement au quotidien. Et du coup, les informations ont commencé à s'enrichir. Et c'est ce qui va me permettre, quelques semaines plus tard, à déterminer l'endroit où a été précisément s'est trouvé le naufrage. En recoupant, il a fait un travail de fourmi en recoupant ce que je lui ai envoyé, le texte non seulement en français, mais on l'a fait traduire en espagnol pour qu'il puisse l'étudier avec d'autres préhistoriens, d'autres archéologues sur place. Et très vite, il a exhumé une carte marine en me disant « tiens, c'est peut-être là ». Parce qu'en fait, sur Google Earth, je n'arrivais pas à trouver le point qui était décrit dans le manuscrit comme étant celui où les naufragés ont pu à peu près savoir où ils étaient grâce au sextant, par un jour de calme plat, ce qui est relativement rare dans la région. Et c'est cette île qui est un promontoire très particulier, un petit peu au large, qui permettait de faire la règle de 3 en se disant, effectivement, par rapport à la plage où il devrait être, par rapport à la plage des natifs, eh bien, il faudrait avoir cet endroit-là. Mais pour être certain du lieu du naufrage, il fallait vraiment trouver ça, et c'est grâce à ces échanges qu'on a pu y arriver. Alors aujourd'hui, Christophe est toujours bloqué au Chili. À cause du Covid. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a déjà reporté 2 fois l'expédition qu'on souhaite mener ensemble. Mais pour lui, la lecture du récit a été un véritable déclencheur pour plusieurs choses. La première, c'est que c'est une source documentée, préservée et transmise par une famille, des documents qui sont rarement accessibles aux historiens. Il souligne d'ailleurs que les archives familiales comme celle-ci sont des nouvelles sources très prometteuses pour documenter certains aspects de l'histoire maritime qui généralement échappent à la documentation officielle. Et au Chili, il trouve rarement des descriptions et avec des interactions humaines directes. Ce qui est vraiment très important dans cette histoire, c'est effectivement la complicité qui va se développer avec les nomades de la mer. Généralement, ces sources-là, elles sont pour les historiens issues de récits de témoins, comme des explorateurs qui ont entendu parler de quelque chose, ou des passagers, ou des matelots qui rencontrent, mais généralement pas ce qu'ils ont assisté directement, ce qu'ils ont entendu dire. Quand j'ai découvert ce récit, donc quand j'avais 15 ans, grâce à la retranscription du récit pour la famille, donc qui avait été édité à l'époque à une centaine d'exemplaires, eh bien, j'ai décidé qu'un jour, ce serait ma vie aussi de faire le tour du monde. Bon, c'est bien, ma vocation a été là. Et qu'un jour aussi, j'irai sur cette île. Et quand j'ai eu environ 20-21 ans, je me suis vraiment intéressé à ça, je me suis rapproché. Alors, c'est une famille, les descendants d'Alfred, on est extrêmement nombreux, une famille éparpillée. J'ai repris contact avec certains pour essayer d'accéder à des archives familiales. Et déjà, à l'époque, quand j'avais 21 ans, dans les années 80, j'ai retrouvé cette lettre à gauche qui m'a fait faire une première découverte passionnante. C'est que le récit d'Alfred n'était pas le seul qui relatait ce qui s'est passé, mais il y avait au musée de la Marine un autre récit fait par quelqu'un d'autre. Donc je me suis précipité au musée de la Marine et j'ai trouvé ce second récit
qui raconte le point de vue de ceux qui sont restés à terre, alors que les autres, dont Alfred, étaient partis chercher des secours. Donc, une histoire complémentaire. Donc, je commençais déjà à cerner un peu mieux l'histoire. Donc aujourd'hui, on a plus 2, mais on a 6 récits. On a une lettre qui était antérieure au manuscrit, que Alfred a certainement écrit depuis son retour en France après le naufrage, à un ami. C'est extrêmement familier, et ce qui est intéressant, avec la différence du manuscrit qu'il a écrit et qu'il a remis au propre à la fin de sa vie, quand il avait 75 ans, c'est que cette première lettre, elle est faite et réalisée par quelqu'un qui a 21 ans, et qui raconte les faits à un copain. Donc c'est pas du tout la même narration, même si le fil conducteur est le même, mais il y a des détails qui n'existent plus d'ailleurs dans le dernier manuscrit. Ensuite, il y a deuxième source, le manuscrit officiel dont je viens de parler, le texte d'un des passagers dont je viens de parler aussi, le rapport de mer du capitaine qu'on a trouvé récemment, un texte d'un témoin qui voit arriver les naufragés qui viennent chercher des secours à Chiloé, mais je vous développerai ça tout à l'heure, qui est en fait le médecin d'un baleinier qui les voit arriver, et c'est assez drôle d'ailleurs sa description. Et puis, encore plus surprenant, il y a quelques mois seulement, un autre texte, un marin, qui était à bord avec Alfred, et qui lui aussi est resté à terre, et qui raconte en plus d'autres choses que le premier récit de ceux qui étaient à terre. Donc l'histoire se complète au fil du temps, et je dirais presque chaque semaine. Il n'y a pas une semaine où on ne trouve pas un élément de plus qui permet de raconter l'histoire un peu mieux. Petit exemple, c'est que dans le récit de ce dernier marin, on ne savait pas du tout à quoi ressemblait cette delphine. La delphine, c'était une espèce de fantasme, à quoi pouvait bien ressembler ce bateau. Eh bien, dans ce dernier texte, que j'ai trouvé de la manière suivante d'ailleurs, c'est qu'un jour je reçois un message sur Facebook qui me dit vous vous intéressez à la delphine, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. J'ai acheté il y a des années dans une vente aux enchères un vieux manuscrit. Je viens de m'y intéresser parce que j'ai enfin le temps et je vois que c'est la delphine, je voudrais en savoir un peu plus. Et donc cette personne me contacte et m'envoie des photos du récit. Et dans le récit, il y a des images du bateau, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. On avait juste une représentation que vous verrez tout à l'heure, mais sur laquelle on avait quelques doutes. Et en plus, très intéressant, c'est qu'il y a même une représentation du naufrage, donc assez étonnant. Les petits exemples qui ont fait qu'on a poussé un petit peu plus loin les recherches, c'est que grâce aux historiens avec lesquels je travaille, on a recherché la carrière de chaque marin. Pour chacun d'entre eux, quand ça a été possible, on a fait leur généalogie, ce qui m'a permis d'ailleurs un jour d'appeler un descendant d'un des marins qui était à bord avec Alfred et qui découvrait l'histoire d'ailleurs. Il était le descendant de Maître Jean dont je vous raconterai l'épisode tout à l'heure parce qu'il était devenu fou. Et d'ailleurs, la personne qui a écrit ce troisième manuscrit raconte très bien comment il a recroisé Maître Jean juste à la fin de sa vie, peu avant qu'il meure. Donc on sort en fait du côté uniquement historique, qui est passionnant néanmoins, pour donner à cette histoire vraiment du corps et puis une âme. Et donc du coup c'est presque plus intéressant qu'une fiction. Donc ces 20 personnes qui sont à bord, il y a 4 passagers qui partent donc le 30 mars 1840 du Havre. Et pour terminer de planter le décor, il faut savoir qu'aucun des membres d'équipage n'avait déjà entrepris un voyage au-delà du Cap Horn. Ni le capitaine, ni le second, ni bien sûr Alfred. En plus, le quartier maître, celui dont je viens de parler, Maître Jean, qui est le vieux loup de mer de la bande, il a 40 et des poussières, ça avait marqué maître d'équipage 41 ans, à l'époque c'est vieux. Il a une peur bleue des Indiens, parce qu'il y a des récits qui les décrivent comme dangereux. Vous savez, à l'époque, les marins parlent beaucoup, et il y a des récits absolument terribles. Le capitaine, en plus, a changé 20 jours avant le départ, pour des raisons qui étaient un peu bizarres, et en plus, il n'avait pas une très très bonne réputation, ce qui inquiétait les marins qui étaient en partance, dont Alfred, mais Alfred a préféré continuer le voyage. Il faut savoir qu'à l'époque, dans ce contexte, dans les histoires inquiétantes, bon, alors il y avait une qui était une fiction qui n'était pas forcément très inquiétante, qui était Robinson Crusoe, paru en 1719.
En plus, Robinson Crusoe, c'est sur une plage qui est sympathique. Après, il ne faut pas oublier que la Pérouse a disparu en 1788 et les expéditions qui ont été ordonnées en 91 et 92 n'aboutissent pas. C'est l'époque aussi, en 1789, des rescapés du Bounty, dont on a tous entendu parler par le cinéma en tout cas, qui traversent le Pacifique, poursuivis à la hauteur des Fidji par des cannibales. Et d'ailleurs, aux Fidji, encore au XIXe siècle, mais au XXe siècle également, il y a encore des anthropophages. D'ailleurs, il se dit que les derniers soldats japonais dans les îles là-bas se sont fait manger par des anthropophages fidjiens. Il se trouve que moi, je suis allé aux Fidji aussi, et que le personnage sympathique que vous voyez en bas à droite est justement le descendant direct de quelqu'un qui aurait mangé un pasteur au début du XXe siècle. Le pasteur a fait une erreur, c'est qu'il a mis ses mains dans les cheveux d'un enfant. Et moi, pour comprendre, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais c'est grave de mettre sa main dans les cheveux d'un enfant ? Il m'a dit, oui, pour nous c'est grave. Je lui ai dit, tu veux dire que si tes enfants qui n'étaient pas loin, je leur mets les... Il me dit, tu ne devrais pas essayer. Et il avait cette arme avec lui. Donc effectivement, je n'ai pas du tout caressé les cheveux des enfants, évidemment, vous en doutez. Et puis, il y avait aussi un autre épisode qui a inquiété énormément les marins de l'époque. En 1820, il y a eu l'aventure de l'Essex. Alors, je vais vous mettre une petite bande-annonce d'un film américain qui, en fait, raconte cette aventure, plus connue sous le nom de Moby Dick, parce que, en fait, l'aventure de l'Essex a été racontée par Melville, qui était un ancien capornier d'ailleurs, et quand il a rencontré le fils comment s'appelait-il déjà ? Enfin, du survivant de l'Essex, il a eu envie de raconter cette histoire. Histoire incroyable d'un cachalot qui va percuter un baleinier en plein milieu du Pacifique. Et il se trouve que les chaloupes vont être mises à la mer avec tous les hommes, 8 chaloupes, qui vont prendre le pari de traverser le Pacifique vers l'est, de se diriger vers le Chili. Et en fait, à la fin, il n'y aura que 2 survivants, en sachant que pour qu'ils survivent, chaque semaine, ils se tiraient au sort les uns et les autres pour savoir lequel allait se sacrifier pour être mangé par ceux qui pourraient survivre. Donc évidemment, une histoire pas très rigolote pour les marins qui, en plus du stress de faire naufrage, avaient le stress des animaux affreux qu'ils pourraient rencontrer. Bon, il se trouve que à gauche, c'est une photo que j'ai faite aux Açores en 97 d'un cachalot. Et j'ai jamais noté quoi que ce soit d'inquiétant dans l'œil de cet animal. On peut vraiment se demander pourquoi ce cachalot de l'époque a véritablement attaqué ce bateau, ou comment ça s'est passé en tout cas. Les années 1820 et 1830 sont marquées par la confirmation de l'essor du port du Havre. C'est la raison pour laquelle il va y avoir ce bateau qui va partir. En 1830, le Havre est 3e rang des ports français, après Bordeaux, pour le nombre de navires. Même classement si on prend comme indicateur le tonnage, la quantité des marins inscrits. Et pour les voyages au long cours, le Havre se situe en 2e position derrière Bordeaux. Et après, c'est Marseille qui va s'en emparer de la première place, sans que soit remis en cause le 2e rang du Havre. Au moment du départ, Alfred est donc un peu inquiet. Il sait que le capitaine Coisy donc a eu un naufrage en fait avant. Donc c'est la question pour laquelle il est inquiet, et pour la raison pour laquelle ce capitaine a une réputation sulfureuse. Même s'il est tenté de ne pas continuer au début, finalement, il ne veut pas rater l'occasion, parce que c'est assez rare de pouvoir faire un voyage pareil. À l'époque, passer le Cap Horn, c'est une nouvelle expérience. C'est-à-dire que le commerce avec le Chili d'une part, mais aussi les pays qui sont plus au nord, est important. Et il faut à peu près 3 mois pour rejoindre le Cap Horn. Et le voyage se passe bien. Et même dans les descriptions du manuscrit, c'est même assez rigolo. On voit des jeunes marins, des jeunes passagers qui comprennent beaucoup de choses sur ce qu'ils sont en train de découvrir tout le long. On a fait d'ailleurs une recherche pour comprendre exactement la vie du navire et pour savoir s'il avait déjà passé le Cap Horn avant. Non, c'était effectivement pour le navire aussi une première. Bon, quand il passe
quand il passe ce cap, le capitaine fait attention de prendre le large, mais une tempête épouvantable fait qu'ils vont être rabattus sur la côte. Les bateaux à l'époque ont plutôt un fond plat et certainement pas assez lesté. Donc du coup, il va aller s'écraser sur la côte. C'est aussi sans doute une erreur de navigation, peut-être une erreur de quart. La personne qui a relevé Alfred pour prendre le quart s'est peut-être endormi. En tout cas, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'on lui en a voulu tout le long du naufrage, enfin tout le long de l'isolement. Ce type-là était un petit peu à part. Ce qui est certain, c'est que cette nuit-là, il y avait zéro visibilité, pas de lune, il y avait du brouillard, et ils ne savaient absolument pas s'ils étaient près de la côte ou pas, au moment où le bateau accroche le fond, et ils se demandent vraiment à quel endroit ils peuvent être. Ils doivent du coup se mettre à l'abri dans un canot qui est encore valide. Et donc là où ils pensaient être, c'est le lieu que vous voyez là en haut à gauche. Et en fait, ils ont fait toute cette dérive pour aller s'écraser quelque part. Alors vous voyez les points que j'ai indiqués, ce sont les points où eux pensaient être. Et puis en fait, il s'est avéré que c'était pas exactement à l'endroit. Donc à quoi elle ressemble cette île? Eh bien, c'est une île déserte à la paradisiaque, à la Koh Lanta, comme en haut à droite. En fait, non, le décor, ça va plutôt être ce qu'on voit à gauche. Et là, en plus, on a de la chance parce qu'il ne pleut pas. En fait, on peut se demander aussi qu'est-ce qu'on va trouver quand on va aller poser les pieds. Parce que le but d'aller sur place, c'est évidemment un voyage, mais pas seulement. Il y a aussi des raisons scientifiques et puis d'observation et de comparaison dans le temps. Est-ce qu'on va trouver, on espère, trouver les traces du passage des naufragés qui ont campé pendant 7 mois et donc ont fait du feu, se sont organisés. C'est-à-dire que le bateau n'a pas coulé d'un seul coup. Ils ont récupéré un ensemble de matériel et on espère bien retrouver des choses. On espère aussi retrouver des traces des natifs qui étaient de passage dans ces îles et qui se nourrissaient des denrées alimentaires de la mer, non seulement les phoques évidemment, mais aussi les coquillages. Et puis aussi, on peut se demander en quel état est une île préservée depuis 200 ans. Est-ce qu'on va la retrouver pleine de détritus à cause des courants et marées qui auraient emmené des choses à terre, ou est-ce qu'elle est encore vierge et paradisiaque au sens paradisiaque, pas avec du soleil, mais paradisiaque parce qu'elle est encore comme au départ. Donc c'est une première mission d'évaluation qu'on compte faire sur place, et donc de faire un véritable état des lieux, dont on a effectivement cette description précise qui date de 180 ans, enfin 182 maintenant. A priori, le lieu devrait ressembler plutôt à ça. Voilà, ça c'est une image aussi qui a été faite à quelques centaines de kilomètres au nord. Si certains d'entre vous ont vu le film sur Arte qui est passé sur la Patagonie il n'y a pas très longtemps, qui a fait Gilles qui est un copain qui a fait donc c'est 400 km au sud. Ce sont des conditions qui ne sont pas meilleures, mais voilà, entre les deux, dans ces 1000 km, on ne sait pas grand-chose. Et on peut se demander finalement ce que les archéologues qui m'accompagnent attendent. Bon, d'abord, c'est la première fois que quelqu'un se rend sur cette île, depuis le départ d'Alfred. Et c'est donc une première reconnaissance archéologique pour tenter d'identifier des habitants, mais aussi de trouver donc les amas coquillers dont je parlais tout à l'heure, qui étaient fréquentés, enfin qui étaient mangés par les gens qui fréquentaient cette île à l'époque. Alfredo, là, qui est en situation, dans un autre lieu évidemment, a envie aussi qu'on comprenne à travers ce récit un petit peu quelle était la description de la rencontre avec les sauvages, qui est en fait très très loin que celle dont se forgeaient certains marins, qui étaient effrayés par ces nomades. J'ai dit tout à l'heure que Maître Jean était véritablement effrayé. Alfred, un peu moins. Mais ce qui est intéressant dans le récit d'Alfred, c'est qu'il le décrit
cette rencontre avec les sauvages. Vous voyez, c'est un extrait du manuscrit que j'ai mis là. Lui, il décrit les rencontres comme un ethnologue, et des choses extrêmement intéressantes. Et d'ailleurs, dans ce qui est intéressant, c'est que grâce à ces observations qu'on a confiées il y a moins de 2 mois à un autre chercheur en ethnologie, ça va remettre peut-être un petit peu en cause les connaissances sur les nomades de cette région. Un détail à souligner qui est important, c'est que ici, pour une fois je dirais, les Occidentaux n'ont pas essayé d'instaurer un rôle dominant avec les sauvages. Au contraire, ils ont essayé de vivre en bonne intelligence en profitant de leur savoir pour s'alimenter. Effectivement, au bout de 2 mois, 3 mois, les naufragés n'avaient plus rien à manger, étaient malades, ne savaient plus comment s'alimenter, donc ils ont profité du savoir local pour pouvoir trouver les ressources. Les Indiens, néanmoins, leur ont dit de manger des coquillages, quelques baies, mais leur ont jamais appris à chasser les phoques. Et ont eu l'imprudence de leur confier quelques chiens qui, du coup, ont été mangés par les naufragés. Donc, le rapport aux natifs des archipels, décrit par Alfred, s'inscrit donc dans la liste des très rares témoignages dont disposent les archéologues pour cette époque dans cette région. La particularité du manuscrit, c'est que ça correspond à une période d'extension caractérisée par un afflux massif des navires marchands occidentaux et de pêche à la baleine. Conséquence, augmentation des contacts avec les natifs, que ce soit celle de la région du Cap Horn, du détroit de Magellan ou de la Patagonie, généralement à la faveur d'une escale ou d'un naufrage. Et d'ailleurs, il y a des cas où les natifs devenaient naufrageurs aussi, pour piller les ressources, ce qui n'a pas du tout été le cas de l'épisode d'Alfred. Mais en tout cas, jusqu'en 1840, c'est extrêmement rare les contacts prolongés, allant au-delà de la simple rencontre fortuite. Ce rapport est d'abord celui qui se noue entre les naufragés de la Delphine, porteurs évidemment d'une culture européenne, et les Kaweshkar. Les Kaweshkar, donc, c'est une ethnie patagonienne, et c'est ce qu'on croyait justement jusqu'à il y a 2 mois, qui sont des peuples qui sont nomades et qui vivent comme ça depuis au moins 6000 ans. Évidemment, le passage 19e, 20e les a complètement annihilés, et il reste quelques familles Kaweshkar qui sont évidemment complètement sédentarisées et qui ont changé de mode de vie. Ils vivaient sur l'exploitation des ressources marines, que ce soit pour leur alimentation, les vêtements, l'équipement, les déplacements. Et donc la rencontre semble complètement asymétrique, mais complémentaire. Et même certains liens d'amitié vont apparaître jusqu'à un certain stade. Et c'est pour ça que, d'un point de vue scientifique, le récit d'Alfred devient plus seulement un manuscrit familial, mais devient une source importante, parce qu'avec des observations extrêmement détaillées, souvent inédites, et dont la justesse est souvent liée aussi à l'absence de préjugés. C'est-à-dire qu'Alfred a 21 ans, pour lui c'est une nouvelle aventure, il rencontre des gens qui sont différents, il a 0 a priori, contrairement à Maître Jean qui lui est complètement reste sur ses positions. Alors pour comprendre un petit peu la géographie sur place, l'île Orange, c'est l'île Covadonga, donc qui fait partie de l'archipel Campana, avec en jaune le lieu probable du naufrage. J'ai mis derrière, pas par provocation, une carte de Paris, pour qu'on puisse se rendre compte, pour ceux qui connaissent Paris, un petit peu les distances. Donc l'île Western, c'est l'endroit où les naufragés vont, un jour de calme plat, monter sur cette île qui fait 30 mètres de haut pour pouvoir faire un point et savoir enfin à peu près à quel endroit il se situe. L'île qui est en rouge est celle où le campement des Indiens nomades se fait généralement. Donc on voit que les distances ne sont pas énormes. On voit aussi, et grâce à la description du manuscrit, que cette géographie correspond exactement à ce qui était décrit. Une plage vers le sud, celle sur laquelle se sont réfugiés les naufragés,
Il voit un jour passer des marins, mais en fait non, c'était des nomades, et ils vont à toute vitesse vers l'île Rouge. Et cette île Western qui est exactement aux 5000 décrits dans le roman, ce qui permet, grâce à cette triangulation, en fait, de comprendre qu'on est effectivement sur le bon lieu. D'ailleurs, je me suis amusé à parcourir toute la côte sur Google Earth pour savoir si je trouvais une autre configuration identique. C'est la seule. Donc je pense qu'on est exactement au bon endroit et que quand on ira, on ne sera pas déçu. De la présentation du bateau, on ne savait rien. Il y a encore un an, mais rien du tout. Mais un premier dessin retrouvé par un autre de mes cousins, passionné également dans une des caisses familiales également, il m'a dit oh, « j'ai encore 2-3 caisses, il faudrait que je regarde ». J'ai dit bah, « regarde, on ne sait jamais ». Et il a trouvé ce petit dessin là, qui est en haut à gauche. Et on se demande pourquoi ce ne serait pas la Delphine, parce qu'il n'y avait pas de logique à trouver un dessin dans quelque chose qui était un brouillon, donc pourquoi pas. Après, Laurent Pavlidis m'a retrouvé des éléments qui permettaient de décrire la taille du bateau, etc. Et puis ce dessin qu'on a trouvé récemment, qui confirme un petit peu ce à quoi pouvait bien ressembler ce bateau. Et du coup, ce qu'on sait, c'est que ce bateau était en bois, et il n'y avait rien de métal à part les ancres. Donc, vu que la configuration du lieu où il a fait naufrage ressemble plutôt à la Bretagne au pire des moments, mais toute l'année, il y a très très peu de chances qu'on puisse retrouver quoi que ce soit. Néanmoins, Pedro a décidé d'emmener ses détecteurs de manière à pouvoir comprendre si, avec un peu de chance, on ne trouverait pas une des 2 ancres. Donc, effectivement, Laurent Pavlidis, donc le conservateur du musée de la Marine de Saint-Tropez, à qui j'ai demandé un petit peu d'aide, m'a dit écoute, je suis un des spécialistes sur les actes de francisation, et il m'a retrouvé, c'est même déconcertant, on rappelle 8 jours, cet acte-là qui a fait un véritablement bond en avant pour comprendre à quoi ressemblait le bateau et puis aussi l'histoire du bateau. D'abord, c'est un petit bateau, il fait 30 mètres, il fait 8 mètres de large, il a 3 mâts, il a 2 ponts. On savait déjà qu'il avait été construit en 1820, donc déjà un bateau un peu ancien au moment du naufrage, et puis aussi d'une architecture navale qui était ancienne, qui était un modèle un peu répétitif. Et on savait qu'il a été construit dans un chantier de la Basse-Indre. On connaissait le nom de son armateur de l'époque, mais là, on apprend là-dedans qu'il est vendu justement 20 jours avant son départ à un personnage qui commence en fait comme armateur. Ça ne lui a pas porté chance. Donc voilà à quoi ressemblait ce bateau. Je suis allé, pour essayer de mieux comprendre ce à quoi il pouvait bien ressembler, à Bordeaux. Il y a un très très beau musée de la Marine, qui est un musée privé, pas qu'un architecte, mais qu'un promoteur a réalisé pour son propre plaisir et y mettre ses collections. Musée privé qui fait la taille du Mucem, donc vous imaginez les moyens du monsieur. Et en me baladant, je suis tombé en arrêt devant cette maquette qui, à mon sens, ressemble beaucoup à ce que devait être cette fameuse Delphine. Pour retourner à Campana, et pour savoir comment on va faire pour y aller, on va partir de Puerto Natales, qui est un petit port que vous voyez en bas à droite, il y a une petite ligne blanche, c'est ici, dit Puerto Natales. Et en fait, en partant de là, à travers les canaux et les fjords, on peut remonter, vous voyez la ligne rouge qui nous remonte jusqu'en haut, on a choisi 2 bateaux qui ressemblent à celui qui est en bas à gauche, qui sont 2 petits bateaux pas très confortables avec des bannettes, etc., qui opèrent généralement des ravitaillements. Vous savez qu'il y a des mines dans ces régions-là, donc ce sont des bateaux de ravitaillement et qui font occasionnellement des choses touristiques. Et on a choisi avec le capitaine, qui a été trouvé par Christophe, toujours leader de l'expédition scientifique, un chemin qui nous abrite au maximum de l'océan pour pouvoir se retrouver à pied d'œuvre, plutôt d'une manière abritée. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de houle. D'ailleurs, je me suis amusé à vous faire un petit compte-rendu des vents. Alors ça, c'était pas à la période à laquelle on va aller, c'est dans une des pires périodes certainement.
mais vous voyez que les vents sont importants et vous voyez que les vagues peuvent être aussi relativement importantes. Donc on n'a pas tellement intérêt à naviguer par la mer, on a plutôt intérêt à être protégé. Donc c'est dans ces conditions que Alfred, les autres marins, eux, vont devoir prendre la mer avec un canot qu'ils ont rafistolé. Il explique dans le manuscrit que les 7 marins qui décident d'aller chercher au bout de 3 mois des secours au nord, puisqu'ils savent où ils sont, ils décident d'aller vers l'île de Chiloé, qui est à 1000 km en ligne directe, et ils décident d'aller là avec ce canot qu'ils ont eu du mal à rafistoler et qui en plus prend l'eau 25 minutes par demi-heure. Donc ils doivent écoper sans arrêt. Et ils vont arriver en 29 jours à Chiloé, avec une navigation complètement hasardeuse, avec une mauvaise carte, des conditions météo qui ne sont pas clémentes, mais en même temps ils ont de la chance qu'ils font ce voyage-là à la meilleure période de l'année, qui est en fait fin septembre, début octobre, donc ce sont les meilleures conditions qu'on puisse trouver. Et puis en plus, ils ont de la chance, ils vont croiser sur leur chemin, au moment où ils commencent à être un peu désespérés, un Américain, qui est un trappeur, qui chasse des loutres. C'est le problème, c'est qu'il parle anglais, cet Américain, et qu'à bord, il y a Maître Jean, le fameux, celui qui a peur des Indiens, qui est le seul qui parle anglais, pour une raison simple, c'est que quand il était jeune marin, il a fait les campagnes napoléoniennes, il s'est fait capturer par les Anglais, il a passé 1 an en prison en Angleterre, et donc il parle anglais. Donc c'est grâce à lui que finalement, ils vont réussir aussi à s'en tirer. Et de continuer leur périple et d'arriver dans cette petite île de Chiloé qui est très jolie. Alors j'y suis allé il y a longtemps pour voir à quoi ça ressemblait. Et il y a énormément d'églises en bois. Et à cet endroit-là, c'est là qu'ils touchent terre pour ensuite remonter un petit peu plus vers le nord et trouver, ils espéraient trouver un bateau qui viendrait chercher leurs amis, toujours bloqués. Il y a 13 personnes qui sont toujours sur cette petite île de Codavanga, 1000 km au sud, mais aucun bateau ne peut y aller à cause des récifs, donc ils vont décider d'acheter un petit bateau local. Il se trouve que ce qu'il y a d'amusant, c'est que quand ils arrivent là-bas, je vous ai parlé tout à l'heure du docteur Ménard, qui était le docteur à bord d'un baleinier. Il y voit arriver accoutré n'importe comment, puisque pour avoir chaud, ils ont sauvé des choses de la cargaison, des tissus principalement. Alors, ils emmenaient du Havre des tissus à Valparaiso, des étoffes, pour une raison simple, c'est qu'à l'époque, Valparaiso était une ville qui grandissait énormément. La moitié de la population était des prostituées qui avaient besoin de bien s'habiller pour séduire les marins de passage. Et donc la Delphine, c'était ce type de cargaison qu'ils faisaient. Ils devaient ensuite aller à Lima pour charger du salpêtre, pour le ramener en France de manière à le revendre. C'était toujours des voyages qui se faisaient en 2 épisodes. On emmenait une cargaison et puis on en chargeait une autre et on revenait. Donc on gagnait sur les 2 tableaux. Et ce docteur Ménard, qui les voit arriver accoutrés n'importe comment, dit « Ah, c'est quand même amusant, on dirait des Saint-Simoniens qui font une représentation théâtrale. » Bon, Saint-Simonien, c'était un courant de l'époque pour la solidarité, l'esprit d'entreprise, l'intérêt général, etc. Donc ensuite, ils vont trouver une lancha, qui est un bateau traditionnel, pour l'affréter et puis retourner chercher leurs amis. Alors, à gauche, c'est le dessin qu'Alfred a réalisé et qui est dans son manuscrit. À droite, c'est une image que j'ai trouvée, puisqu'en fait, ces lanchas, Chilota, sont toujours fabriquées aujourd'hui. Là, vous en voyez des anciennes, mais en fait, on peut encore en trouver. Ils vont retourner sur un bateau comme ça, refaire 1000 km dans l'autre sens. Ils étaient 7 à l'aller, ils vont être 6 au retour parce que le seul qui n'y retourne pas, c'est celui qui a peur des Indiens, qui sera d'ailleurs le premier à rentrer en France, puisqu'il va embarquer sur un bateau qui va le ramener au Havre. Et d'ailleurs, quand il va revenir, il va être interviewé par la presse locale qui va lui demander comment ça s'est passé. Et il dit, mais c'était terrible, il y avait 250 sauvages qui étaient prêts à nous égorger, on était prêts à vendre chèrement notre peau. En fait, non, il y avait 7 Indiens qui étaient là et qui les ont aidés. Donc, de temps en temps, il faut se méfier un petit peu des sources. Alors,
tous ces marins et passagers ont eu des destins variés. Donc, Maître Jean, rentré premier, et 2 mois après qu'il ait raconté son aventure, il est mort, on ne sait pas comment. Ensuite, il y a eu plusieurs marins, là vous avez la liste sur la droite, qui sont morts en revenant, tombant bêtement d'une hune d'un bateau qui les ramenait. D'Anvers, qui était le second, qui était dans le mât au moment du naufrage, qui avait pris son cas, lui est parti vers l'Australie. On n'aura plus jamais de nouvelles. Il se trouve qu'on a un cousin en Australie, je lui ai demandé de faire des recherches, malheureusement on ne l'a pas retrouvé, mais la raison du naufrage était certainement à cause de ce monsieur d'Anvers. Il y avait une inimitié énorme entre d'Anvers et Alfred. Ensuite, il y a eu Darlu, qui était un des passagers, qui avait 40 ans aussi, qui lui était chimiste et qui a fait fortune au Chili. Il y a eu un jeune passager qui s'appelait Messonnier, qui de fait a eu affaire au consulat pour organiser les papiers du naufrage, etc. Et puis en fait qui est resté dans cette administration et qui a terminé sa carrière en Grèce comme ambassadeur. Et puis il y a le capitaine Quasi, le fameux, celui dont on avait peur au départ, parce qu'il avait déjà eu un naufrage, qui d'ailleurs, pour avoir sauvé toutes les personnes lors de ce naufrage, a eu la Légion d'honneur qu'il n'est jamais allé chercher, parce qu'il préférait repartir en voyage, affrété à nouveau par son beau-frère, l'armateur, ce qui explique la raison pour laquelle il a été nommé capitaine, peut-être pour lui donner une deuxième chance. Il est parti au Texas, ce qui était une république indépendante à l'époque. Et puis quand il est revenu, eh bien, il a coulé. Et il est mort, là, cette fois-ci. Donc il a vraiment le chat noir, en fait. Alors, en fait, ce qui est amusant avec Alfred, c'est qu'il nous raconte cette histoire comme si nous, on disait qu'on est allé à Marseille et qu'on est revenu, et que voilà, tout va bien. Il faut dire que quand il est arrivé au Havre, quand il était jeune, très jeune même, il a commencé, grâce à un contact familial, à pouvoir être embarqué. Il a été faire, notamment à bord du navire amiral, l'attaque du fort de Saint-Jean-de-Lula, c'est la guerre du Mexique en 1837. Et puis très très rapidement, en fait, il a été décelé comme étant quelqu'un qui avait le sens de la navigation. Après cette expérience forte. Et puis, juste après ça, il y aura le naufrage. Après, il va être déjà capitaine long cours à 28 ans. Après, il va faire un petit break. Il va devenir chercheur d'or en allant à San Francisco. Il en reviendra ruiné, dit-il. Et après, il va commander des très gros navires qui vont faire le tour du monde plusieurs fois. J'ai retrouvé aussi ces récits qui sont intéressants parce qu'ils décrivent vraiment, en fait, à travers son expérience, la traversée du 19e siècle et la mutation de la marine à ce moment-là. En fait, il va naviguer énormément jusqu'à l'âge de 37 ans. À 37 ans, il va rencontrer sa femme. Il ne va plus voyager, mais en revanche, il va s'occuper de la compagnie transatlantique du Havre. Et on peut se demander pourquoi il a décidé d'écrire, presque avant son décès d'ailleurs, ce manuscrit, de le remettre propre. Et il a eu 8 enfants, sur les 8, il y en a 4 qui sont morts. Et celui qui meurt et qui l'atteint certainement le plus, parce qu'il meurt adulte, c'est son fils Pierre, qui a 30 ans, qui est un avocat brillant, dont on peut encore lire des ouvrages qui ont été édités à l'époque, et qui part faire une conférence au Québec, et qui est emmené par une vague en mer. Et donc ce drame-là a dû remémorer à Alfred son naufrage, et il s'est dit, il faut absolument que je transmette ça à ma famille, et moi je vous dirais qu'il a bien fait. Avant le Covid, on s'était fixé comme but, je devais partir en octobre 2019 faire cette expédition, et on s'était fixé d'aller jusqu'à Lille avec les bateaux que je vous ai montrés tout à l'heure. Et puis donc, on a été bloqué, donc le Covid m'a fait réfléchir. Vous voyez que là j'ai mis le trajet qui va de l'île Covadonga en bas jusqu'à Chiloé en haut, et je vous ai mis à la même échelle la côte française pour que vous vous rendiez compte des distances un peu mieux. Et donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose en plus à faire. Et c'est là où, comme j'ai rencontré Christian Donoso, qui est l'explorateur chilien dont je vous parlais tout à l'heure, je me suis dit, mais peut-être qu'on devrait peut-être refaire aussi nous le trajet
pas à l'identique, mais avec un bateau qui ressemble beaucoup à celui qui leur a permis de se tirer d'affaire. Donc on a repoussé l'expédition à 2020, octobre 2020. En fait, je devrais y être en ce moment, à 2021. Et puis là, elle est reculée à nouveau, puisqu'on ne peut toujours pas aller au Chili. Donc on le fera en 2022, en 2023, en 2025, je ne sais pas, mais enfin on va le faire, c'est certain, dès que ce petit virus nous permettra d'y aller. Alors Christian, évidemment, pour faire ce voyage ensemble, il fallait quelqu'un qui soit hors norme. Comme je vous ai présenté Ara tout à l'heure, Christian, c'est le Ara marin du Chili. Là, vous le voyez en canoë. Il a fait en canoë, donc je vous parlais des 500 km au nord, qui sont extrêmement isolés aussi. Il a exploré toute cette région à la recherche d'une épave qu'il n'a toujours pas trouvée. Et l'idée, c'est de prendre un bateau comme celui qui est à gauche, de le tirer à pied d'œuvre jusqu'à l'île, de se faire déposer, lui et moi, sur l'île, et ensemble de faire les 1000 km sur ce type d'embarcation. En sachant que, effectivement, quand je lui ai posé la question, est-ce que c'est envisageable, il m'a dit oui, pas de problème. Il a mis à peu près 2 minutes à me dire oui, à trouver les premières solutions. Et ce qui est intéressant, c'est pas seulement l'exploit, mais c'est surtout de s'appuyer sur le récit qui fait une très très bonne description environnementale d'il y a 180 ans et de voir ce qu'on peut y trouver aujourd'hui et de la comparer. Alors, le bon partenaire, hein, c'est Christian. On a un pédigré assez différent du mien, mais c'est un vrai marin. Il a fait en solitaire Allemagne, Cap Horn en bateau. Il a aussi grimpé des sommets importants. Et puis il a fait beaucoup de choses en Arctique et en Antarctique. Moi j'ai une expérience un peu différente, j'ai fait pas mal de choses, mais toujours en m'accompagnant avec le meilleur, de manière à être certain de revenir. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est un vrai challenge. On pense qu'on mettra 20 à 25 jours pour réaliser cette traversée. Donc vous voyez les bateaux qui nous intéressent et on verra bien comment on pourra y arriver. Voilà ce qu'on va trouver sur notre chemin. Évidemment, ça fait rêver. On ne sait pas encore très bien comment on pourra dormir. Il n'y a pas vraiment de cabine de luxe à bord. Il y a des problèmes d'électricité. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour la première partie de l'expédition, qui est beaucoup plus simple, et que on va utiliser les 2 bateaux dont je parlais tout à l'heure, pour la financer, j'ai fait un truc assez simple. Vous voyez ici, Alfred est au centre, et c'est sa descendance. Donc en fait, aujourd'hui, on est 1243 descendants d'Alfred, et j'ai envoyé une newsletter à la parentèle, et il y aura avec moi à bord de ces bateaux 17 cousins de différentes familles qui sont symbolisées par les différentes couleurs. Donc qui ont eu aussi, comme moi, envie d'y aller, parce que effectivement c'est complètement envoûtant, cette histoire-là. Donc voilà un peu cette histoire. Voilà le point de départ qu'on aura, le point rouge avec Christian, ces petits pointillés bleus qu'on espère suivre correctement.